On a expliqué déjà quelques dizaines de milliers de fois que la Torah n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre d'enseignement. Et que chaque événement qui est à rapporter dans la Torah, c'est dans le projet de nous faire comprendre des choses qu'on va utiliser dans notre vie. Il y a un événement dans la Torah très très marquant, c'est quand les béné Israël sont sortis d'Égypte, ils se sont retrouvés dans une situation bizarre. Normalement, le scénario, ça aurait dû être que les béné Israël sortent d'Égypte, ils rentrent dans le désert, ils avancent pendant 3 jours, ils arrivent voir Sinaï, ils reçoivent la Torah et ils rentrent en Israël. C'est ça ce qui était l'idéal de ce qui aurait dû se passer. Mais on sait que ça ne s'est pas passé exactement comme ça, vous avez lu le texte, vous avez vu le film. Et il y a juste un point sur lequel on va essayer de réfléchir, c'est le moment où les béné Israël ont dû traverser la mer. Tout le monde connaît ce passage de la traversée de la mer Rouge. En vérité, qui n'était pas une traversée, parce qu'ils sont rentrés d'un côté, ils sont sortis du même côté, donc ils n'ont rien traversé du tout. Mais tous les commentaires se posent la question, à quoi elle a servi cet événement? À quoi ça a servi? D'accord? Ils sont sortis d'Égypte, évidemment les Égyptiens les ont poursuivis, et ils sont arrivés devant la mer. Donc imaginez la situation, ils ont la mer devant eux, ils ont les Égyptiens derrière eux, ils ont, Rachid dit, les falaises à droite, ils ont les bêtes sauvages à gauche, il n'y a pas où aller. Parce que retourner en arrière, ils ne vont pas retourner chez leurs parents. Ils ne vont pas retourner en Égypte, d'accord? Avancer en avant, c'est la mer. Donc à quoi elle a servi cette situation? À quoi elle est servie? Ouais. Donc ils sont là, affolés, paniqués, angoissés. Ils ne savent pas quoi faire. Évidemment, les Juifs, quand ils ne savent pas quoi faire, ils se tournent vers le rabbin. Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne vers Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, dis-leur d'avancer. Mais c'est la mer, comprenez? C'est là l'expression. Là, on est vraiment dans la mer. Comment on va avancer? Où on va aller? C'est bizarre. Et cette logique-là, en vérité, c'est une logique où les béné Israël ont été obligés de faire un choix. Et dans la vie, on va rencontrer comme ça des centaines de situations où on devra faire un choix. Ouais, tu l'épouses elle ou tu épouses une autre? Elle est sérieuse, elle est gentille, elle est mignonne. L'autre, c'est la bebon. Mais elle n'a pas de cerveau. Elle a fait un don de son cerveau pour perdre 100 grammes. Elle a fait une liposuction du cerveau. Mais elle est très belle. C'est un vrai poster. Et en plus, il y a de l'humour, ça s'appelle un postérieur. D'accord? Mais lui, d'un autre côté, l'autre, c'est une fille sérieuse, une fille de famille, une fille un peu moins mignonne. Ça veut dire que les gens ne se retournent pas dans la rue quand elle passe. C'est un choix, il doit faire. Ouais. Là, il peut avoir une parnassa, si Dieu veut, à 3 800 €, il sort de l'école, il est bien. Là, on lui propose 12 000, 13 000, 20 000 € par mois. Mais seulement, il faut qu'il encourage toute la France à tomber dans le panneau. C'est tentant, d'un autre côté. Ouais. Et puis comme il a froid, il dit, bon, si j'installe des pompes à chaleur, ça peut réchauffer, qui deviennent des pompes à fric. Mais il y a un choix à faire. D'accord? Tu veux faire de l'argent facilement ou tu veux faire des longues études? Non, je ne vais pas faire 14 ans de médecine. C'est long. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, bon, je vais faire un petit DUT comme ça, vite fait, parce que je veux du cash. D'accord? Et si Dieu veut, tu vas gagner en 10 ans ce que le médecin, il va gagner en 1 mois. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la vie, il va falloir faire des choix. Toute la vie. Et ces choix-là, ils nous mettent devant une situation où, au fond, on sait très bien qu'il y a une seule solution, c'est d'avancer, mais on a quand même le stress. Parce qu'encore une fois, retourner en arrière, c'est difficile. Tu es marié depuis 10 ans, tu ne peux plus voir sa tronche. Bon. Et tu veux retourner chez tes parents. Ça va être compliqué avec 3 enfants. Ouais. Cet enfant, il te rend cinglé, il te détruit toute la famille. Il est à moitié excité, ouais. On te dit, mets-le dans un internat. C'est difficile, parce que c'est ton fils. D'un autre côté, s'il continue comme ça, à distribuer des vitamines illégales dans l'école juive, ça va faire des problèmes dans la maison. Alors il faut le garder, il faut se séparer. Le gars avec, malheureusement, son pied, il a été touché par son diabète. Le médecin, il dit, il faut couper le pied. Le gars, il dit, mais j'adore mon pied. Qu'est-ce que je vais faire avec la deuxième chaussure? Mais maintenant, si vous ne le soignez pas, si on ne coupe pas, la septicémie, elle va remonter au cœur. Vous allez mourir. C'est un choix à faire.
C'est une amputation. C'est compliqué. Oui. Christine, bon, elle est magnifique, elle est extraordinaire, elle a des midotes, elle est gentille, elle est chnina, elle est sympathique, elle est fine, elle est généreuse. Bon, elle a un seul élément qui manque. Sur lequel elle a fait une croix d'ailleurs. Ouais. Et toi tu dis, mais une comme ça en feuille, mais j'hésite même pas. Mais pour qu'il y ait une épreuve, pour qu'il y ait une question, il fallait qu'elle ait tous les avantages. Imagine, elle était petite, moche et grosse. Elle est schizophrène. Ouais. Donc elle est magnifique, mais elle n'est pas de chez nous. Il y a un choix à faire. Et ce choix, ça sera comme une amputation. Parce que ta mère, elle t'a dit, si elle rentre dans la maison, moi je meurs. Mon chantage est émotionnel marocain évident, ouais. Et d'un autre côté, tu dis, mais moi, je l'aime. En plus, elle a un nom juif, c'est vicieux. Ça, tu l'as su plus tard qu'elle n'était pas juive, ouais. Bon, ton niveau aussi de judaïsme à toi, il t'aurait plus rapproché du goy que du juif, mais bon, c'est toujours le problème. Et puis maintenant, vous êtes rencontrés les deux à Poitiers. Donc vous sentez que c'était le moment d'arrêter l'invasion, quoi, ouais. Mais l'idée, c'est ça, c'est que tu te retrouves avec un choix. C'est que d'un côté, ta conscience, ton identité, elle te dit c'est impossible. D'un autre côté, ton cœur, il dit mais il n'y en aura jamais une autre. Je ne vais jamais aimer quelqu'un d'autre comme ça. Alors c'est quoi cette logique-là, où tu te retrouves dans ils appellent ça des choix cornéliens, ouais. Ça veut dire que t'es menotté avec la locomotive, et t'es menotté avec le wagon, et le train il démarre. Vous me suivez ou non? Bon, je ne peux pas le faire parce que j'ai le micro, mais je vous mime la situation. Parce qu'il y a la locomotive qui tire par là, et il y a le train qui tire par là. Il y a ta femme et tes enfants de ce côté, et il y a la maîtresse de l'autre. Moi, j'en ai rencontré des dizaines comme ça. Il m'a dit, Rav Ben Chetrit, mais comment choisir? Là, j'ai la passion, j'ai la folie, j'ai les papillons dans les... Et là, j'ai la routine, j'ai les 40 kilos de la dernière grossesse. C'est pas évident. Demandez au Rav Cellulite qu'est-ce qu'il en pense. Ouais. Et le gars, il est perdu, il est pris entre les deux. Il y en a un, ça fait 2000 ans qu'il est dans cette position. C'est dur de choisir. Restez calme. On va pas s'appesantir. C'est une histoire qui vaut pas un clou. Mais, d'ailleurs, même eux, ils ont fait une croix dessus. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de comprendre que dans la vie, il y en aura des choix. Il y en aura des obligations de décider. Mais ça tue. Pourquoi? Parce que choisir, ça ressemble à grandir. Mais ça ressemble aussi à souffrir. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, la seule manière de grandir, c'est d'accepter de souffrir. Alors vous allez dire, oui, mais il faut être un petit peu anxiogène quand même pour penser que chaque choix nous fait souffrir. Non, c'est pas de choisir qui fait souffrir. C'est de grandir qui fait souffrir. Donc quand la personne, elle veut se réfugier dans le confort du côté infantile, de la non-décision, du fait qu'on peut être pris en charge par quelqu'un qui peut dessiner à notre place. Donc ce confort-là, si tu veux le bouleverser pour aller vers un choix, vers une décision, il fait souffrir. Vous me suivez ou non? Donc c'est pas une souffrance dans l'absolu, c'est une souffrance par rapport au fait que tu ne veux pas grandir. C'est comme si je te dis sors les poubelles, mais il fait moins 44 dehors. T'es bien au chaud en pyjama, il faut que tu te rhabilles, tu mets ton manteau, tu mets tes gants, tu mets ta capuche, il fait moins 44, on est en Sibérie. Alors tu le fais ou tu le fais pas? Je te dis va t'excuser. Ah non, pourquoi c'est à moi de le faire? Ben c'est toi qui as tort. Tu vas t'excuser. Oui, mais ça me tue. Mais non, ça te tue pas. Ça tue ton ego. Ça tue ton orgueil. Ça tue ta lourdeur. Tu dis oui, mais ça me fait souffrir. Mais non, ça te fait pas souffrir, ça te fait mourir. Il faut que tu meures. Vous allez dire, mais attendez, c'est de la propagande pour le djihad. Non, pas du tout. Parce que la Gemara dans Tamid, d'Aflamet Bet, elle dit, Arotse lichiot yamut. Celui qui veut vivre, il doit mourir. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour faire vivre le meilleur qui est en toi, il faut tuer le mauvais. Parce que pour être courageux, il faut tuer le peureux.
Pour être intelligent, il faut tuer l'idiot. Pour être vrai, il faut tuer le menteur. Donc combien il faut tuer de gens pour être quelqu'un de bien? La preuve, c'est que les gens qui refusent de devenir quelqu'un de bien, ils sont obligés de tuer tous les gens qui leur rappellent qu'ils sont nuls. C'est ça un serial killer. Pourquoi tu me regardes? Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content? Tac, une balle dans la tête. C'est qu'en vérité, tu refuses les gens qui te prouvent que t'es pas quelqu'un de bien. Ah, tu dis, ah donc c'est légitime de tuer? Non! Enfin oui, c'est légitime, mais tu dois tuer le mauvais qui est en toi. C'est pour ça que quand les gens on leur demande de grandir, ils disent mais ça me tue, ça me tue. Je dis mais va t'excuser. Non mais ça me tue, c'est pas à moi de le faire. Mon père ne s'est jamais excusé. Ok, mais ta mère s'est pendue. C'est vrai. Donc, c'est une image en fait. Elle a fait ça avec des médicaments. D'accord? Mais l'idée c'est que la personne qui est psychorigide, la personne qui est coincée de la tête, la personne qui n'arrive pas à bouger, qui n'arrive pas à changer, pourquoi elle ne change pas? Pourquoi? Moi, j'ai dit un truc incroyable. Hein. Je ne sais pas si vous êtes dans un niveau psychiatrique d'assumer, mais j'ai dit que écoute bien, quand tu es en conflit avec quelqu'un et tu sais que tu as raison, tu vas vers la personne, surtout si tu l'as épousée, et tu sais que tu as raison et tu t'excuses. Alors le gars, il m'a dit, mais Rav, attendez, si j'ai tort, je comprends que je dois m'excuser. Mais si j'ai raison, déjà, accepter d'avoir tort, c'est une chose, mais j'ai raison, donc ça va être dur. Mais au-dessus de ça, je te dis non, tu ne vas pas seulement accepter que tu as tort, tu vas aller t'excuser. Il dit, mais Rav, je ne peux pas, j'ai raison. Dans l'absolu, j'ai raison. Le Rav, il a dit que j'ai raison. Je sais que tu as raison. Tu sais quoi? Et tu vas et tu t'excuses. Il m'a dit, alors pourquoi je dois m'excuser si j'ai raison? Parce que quand tu as raison et que tu t'excuses, ça veut dire que le shalom, il est plus important que le émet. Plus important que la vérité. Qu'est-ce qu'on s'en fout d'avoir raison? Voilà, tu avais raison. Tu as divorcé, mais tu avais raison. L'avocat, il a dit que c'est toi qui avais raison. Même le juge, il a dit que tu avais raison. Maintenant, tu es seul, au Blanc-Ménil, dans un 12 mètres carrés, tu ouvres ta chemise, la femme, elle est restée, boulevard Flandrin, avec les 4 enfants, avec la pension de 28 000 € par mois. Toi, il te reste le RSA plus les mouchoirs qui sont offerts par le Pôle emploi. Ouais. Et tu dis, ok, mais c'est moi qui avais raison. Peut-être c'était mieux d'avoir tort. Si tu fais le calcul, ouais, parce que tu étais devant un choix de t'arranger ou de te faire la gueule, de t'excuser ou de t'entêter, et tu as fait le choix de t'entêter, c'est un choix. Toi, tu as fait un choix d'accepter. C'est dur, ouais. Mais c'est la seule manière de fonctionner. Vous savez, il y a une notion incroyable dans la Torah qui s'appelle la nechama. Vous avez entendu parler de ça? C'est la consolation. Quand quelqu'un est en deuil, on lui souhaite une nechama, la consolation. Quand un mec Nassi a perdu 100 000 €, on lui souhaite la consolation, d'accord? S'il survit. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans la Torah, le mot nechama, le verbe vaïnachem Hashem, là-bas dans Bereshit, quand c'est marqué Hashem, il a regretté d'avoir fait l'homme, et donc il a décidé de faire le Maboul, donc de détruire toute la civilisation humaine. Ouais. Donc là-bas, ça veut dire il a changé d'avis. Il a regretté, il a changé. Quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, ouais, et Hachem, il a dit, dans Parashat Béchala, il a dit Vaïnachem Hachem. Hachem les a orientés, parce qu'il a dit si je les fais sortir par là, ils vont rencontrer les Pélishtim, ils vont retourner direct en Égypte. Donc je les ai détournés. Donc là-bas, le mot Lenachem, c'est détourner, orienter, changer. Donc pourquoi le mot, il veut dire consoler et il veut dire changer? Alors écoutez bien ce chidouche, il va vous faire gagner au moins 10 ans d'exomile, de travail sur vous-même. Écoutez bien. Dans la vie, on a des projets. Dans la vie, on a des choix. Dans la vie, on a des ambitions. Et des fois, le bon Dieu, il a des autres projets. Ça change. Cet enfant, tu voulais qu'il soit médecin. Bon, il veut être pizzaiolo. On va pas en faire un plat. D'accord? Bon, moi, l'année prochaine, je vais faire la Aliyah avec ma femme. Bon, elle est partie. C'est un changement. D'accord? Tout était prévu, tout était bien, tout était sympathique et tout.
en 1 mois et 20 jours, elle est partie. Donc il y a un changement. Maintenant, je vous dis le secret. Quel rapport entre le changement et la consolation? C'est que la consolation ne peut venir que quand tu acceptes le changement. Vous me suivez ou non? Ton fils, il veut pas être religieux. Accepte le changement. Ton fils, il veut être religieux. Moi, j'ai des parents qui viennent me voir, écoutez, Rabben Chetrit, on voudrait faire interner notre fils parce qu'il veut porter la calotte toute la journée, il veut manger cachère, il veut plus manger à la maison, il veut plus aller à la plage, il étudie la Torah la nuit. Alors je pense qu'il doit faire un délire mystique. On voudrait le faire enfermer. Je dis, écoutez, moi je rêve que mes enfants ils se lèvent la nuit pour étudier. Vous voulez faire enfermer votre fils parce qu'il étudie la Torah. Je dis, en fait, il a juste, c'est un phénomène qui existe chez les Juifs, il a fait Teshuvah. Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais est-ce que c'est psychiatrique? Est-ce que ça se soigne? Je dis, écoutez, moi, en tant que rabbin, je vous conseille de faire vérifier les mezuzot. Il m'a dit, oui, mais on n'en a pas. Donc, ça veut dire que toi, tu as une ambition, tu as élevé l'enfant depuis qu'il est petit dans une ambiance goy à 100%, manque de peau, il devient Lubavitch. T'es foutu. Mais le contraire, malheureusement, ça existe. Toi, tu les as élevés dans la Torah, dans la Kedusha. Après, ils sont partis à Madrid, ils sont revenus avec Fatima. T'es embêté. Toi, tu voulais qu'il soit dentiste, il est revenu, mais il a une dent contre qui maintenant? Donc la vie, c'est des changements. Changement de cap. Tu vois la pêche, 40 ans, 50 ans, 60 ans, infarctus, arrêt cardiaque. Le médecin, il dit, il va falloir changer de rythme. Je dis, je peux pas, je suis une locomotive. Je suis une bebon, 144 sociétés, 162 magasins, 1800 employés, 7800 € par minute. Vous voulez que je fasse quoi, le SMIG? Il dit, mais vous pouvez aussi mourir. Parce que moi, je vous propose de changer de rythme pour que vous soyez au repos, et vous voulez vous reposer par anticipation. Mais il y a des endroits, c'est marqué partout, ici repose, ici repose, ici repose. Moi, vous savez, j'ai fait pas mal de choses dans ma vie. Pas mal de voyages, pas mal de cours, j'ai aidé pas mal de gens. Et un médecin, un cardio, il m'a dit, écoute, Eria, un voyage international par mois, c'est bien. Mais 4 par mois, c'est beaucoup. Tu ne veux pas atterrir le matin de Londres et partir l'après-midi à Montréal et le lendemain partir à Madrid. Il faut être raisonnable. Mais c'est quoi l'idée? C'est qu'il m'a dit, tu vas faire en 10 ans ce qu'un homme normal, il fait en 30 ans. Je dis, alors c'est bien. Il m'a dit, non, parce qu'après, tu vas payer pendant 20 ans. C'est une loi mécanique. Rien ne se crée, rien ne se perd. Tout se transforme. Tu crèves avec l'enfant pour l'éduquer pendant 20 ans. T'es tranquille pendant 60 ans. Tu dis, j'ai pas le temps, je suis un homme d'affaires. Donc tu t'occupes pas de lui jusqu'à 20 ans. Mais après, il va venir chez toi, papa. Il va te faire des bêtises de malade, il va t'emmener à la police, il va t'attaquer en justice pour non-assistance à personne en danger parce que tu ne veux plus lui payer le loyer alors qu'il a 48 ans. Mais qui c'est qui en a fait un assisté? C'est toi, parce que tu t'es pas occupé. Donc les efforts que tu n'as pas fait maintenant, tu vas être obligé de les faire plus tard. C'était une question de quoi? Une question de choix. Ça s'appelle en français le sens des priorités. Maintenant, c'est le moment de construire ton couple. J'ai pas la tête. Fais attention, parce que l'architecte, lui, il a du temps. Je te dis, arrange-toi, fais-toi bien quand tu accueilles ton mari, reste maquillé, sympathique, rigolo. Tu dis, non, je suis fatigué, je suis une jeune femme, je fais la gueule. Mais tu peux pas être Madonna quand tu vas à un mariage et la mère Denis quand tu rentres à la maison. C'est pas possible. Tu peux pas être Cléopâtre le soir et la momie le lendemain. Il a pas reconnu. Moi, je le dis toujours aux calottes. Tu sais, il paye 500, 600, 700 € la maquilleuse. Il te sort une star. Le soir du mariage, une star. Mais tu as envie de dire, les stars. Mais quelle star! Mais le lendemain matin, elle est démaquillée. Lui, il voit la femme de ménage qui sort de la salle de bain. Il dit, madame, quand est-ce que vous êtes rentrée?
Elle dit, bon, enfin, Mahrouf, c'est moi, Fréha. Oh, tu l'as pas reconnu. C'est pas la même. Donc c'est dangereux d'être une beauté un soir et d'être une mocheté tout le reste de l'année. Ou le reste de la vie. C'est dangereux. Donc tu fais un petit maquillage discret, il faut qu'ils t'aiment au naturel. Ça, c'est les femmes, elles ont un problème avec leur image, hein. Franchement. Je suis pas misogyne, mais c'est un phénomène, hein. Tu prends une photo d'une fille, elle dit fais voir la photo, efface-la. Je suis moche sur la photo. Mais enfin chérie, c'est pas sur la photo que t'es moche. Bon, alors... Non, c'est pour vous réveiller un peu, là, parce que là, je vous sentais un petit peu concentré. J'en ai aussi pour les garçons, vous en faites pas. Personne ne va survivre à cette soirée. Mais, oui, c'est normal. Je suis marocain. Bon, donc l'idée, c'est quoi? L'idée, si quelqu'un peut servir un verre, ça m'intéresse, parce que sinon, je vais être obligé de sortir la troisième main, et les gens vont s'affoler. Donc l'idée, en vérité, vous avez compris. Bon, moi, je donne des exemples un peu grossiers, enfin, disons... parce qu'on comprend du premier coup, d'accord? Mais vous avez compris que toute la vie, merci beaucoup, toute la vie, on aura des choix à faire. Et ces choix-là, ils vont serrer dans le ventre, ouais? Et ils vont nous obliger à décider. Maintenant, il faut savoir que trancher, en hébreu, c'est psak. Ouais? Comme un psak halakha, on tranche la halakha. Et psak, ça s'écrit P Samer Kouf. C'est les mêmes lettres que Safek. Safek, c'est quoi? Le doute. Donc le psak, il est toujours précédé d'un Safek. Safek, c'est le doute. Ça va? Le choix, il vient dans une situation de doute. Ce salaire ou ce salaire, cette maison ou cette maison, cette école ou cette école, l'Alia ou pas l'Alia, cette personne ou l'autre personne. Toute la vie, on aura des sfécotes, des doutes. Maintenant, il faut savoir que Safek, c'est aussi la même valeur numérique, puisque vous savez que la valeur numérique dans la Torah, c'est signifiant de sens, c'est la même valeur numérique que Amalek. Ça va? Et Amalek, vous savez que c'est le descendant direct de Esav. Donc il y a Yaakov et Esav. L'ange de Esav, c'est qui? C'est l'Yetzer Hara. C'est le mauvais penchant. C'est bon? Amalek, c'est un descendant de Esav. Donc il a le même âge. C'est l'Yetzer Hara. Mais Amalek, c'est la valeur numérique de Safek. C'est le doute. Donc par transitivité, le Yetzer Hara, c'est le doute. Vous mettez bien ça dans la tête. C'est que le Yetzer Hara ne veut pas nous faire fauter. Il veut nous faire douter. Et quand tu doutes de ton amour, tu fais l'adultère. Quand tu doutes de l'honnêteté, tu deviens un voleur. Quand tu doutes de l'importance d'un effort, tu deviens flemmard. Mais la base, c'est le doute. Ça va? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le projet du Yetzer Hara, c'est de te faire douter. Tu doutes de Dieu, ben tu perds la émouna. Tu doutes de toi-même, tu perds la confiance en toi. C'est toujours le doute. Maintenant, il y a un autre événement dans la Torah extraordinaire. Vous savez, quand Yaakov, il est reparti de chez Lavan avec toute sa famille, et la Torah nous raconte que toute la nuit, il s'est battu avec un homme. C'est marqué Vaïvater Yaakov Levado. Yaakov est resté seul. Vaïa avec Ish Imo. Un homme s'est battu avec lui. Ad alot hashachar jusqu'au matin. Cet homme-là, pour aller vite parce que c'est juste un intermède à l'intérieur du cours, cet homme-là, en vérité, c'était pas un homme. L'Ora Chaim, il dit, c'était Ish. Ish, c'est quoi? Ish, c'est Aleph Shin, c'est le feu. Donc c'était une créature de feu. Du 10e niveau, Yud. Aleph Yud Shin, c'est Esh avec le Yud. Donc en fait, c'était un ange. Et c'était qui cet ange? C'était l'ange de Esav. Qu'est-ce qu'on a dit, nous? Que l'ange de Esav, c'est le Yetzer Hara, vous vous rappelez? Maintenant, ce combat avec l'ange de Esav, qui dure jusqu'à maintenant, il était la veille de la rencontre avec Esav physique. C'est-à-dire que le lendemain, Yaakov devait rencontrer Esav. La veille, il s'est battu toute la nuit avec l'ange de Esav. Maintenant, là où ça devient problématique,
c'est que la Gemara dans Baba Batra, elle dit que ou à Yetzer Hara, ou à Satan, ou à Malach HaMavet. Il y a un ange, une seule entité, mais qui a 3 facettes. Il est en même temps le Yetzer Hara, c'est-à-dire l'incitation intérieure à fauter, oui, la tendance négative, l'attirance vers la mort, la tentation du mensonge, comme l'appellent les psychologues, oui, la névrose, quand ça pourrit la pathologie. Freud, dont on n'a jamais retrouvé les téphilines, comment il appelait le Yetzer Hara? La zone d'ombre. C'est-à-dire qu'il avait honte de dire, parce que c'est moralisateur de dire mauvais penchant, alors il disait la zone d'ombre. Mais les mots, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que le Yetzer Hara, il est à l'intérieur de l'homme. Ça va? Le Satan, Satan en français, s'appelle Satan parce que c'est celui auquel tout le monde s'attend. Tu sais qu'il y a un Satan dans une situation, il y a un Satan dans l'argent, il y a un Satan dans la voisine qui est un peu fofolle, il y a un Satan dans le collègue de bureau qui a des intentions bizarres, il y a un Satan dans la cliente qui demande une réduction en nature. Ouais. Il y a du Satan, c'est comme ça, c'est la vie. Ouais, tu dis non, chazve shalom, l'oralenu, simsilenu, c'est la réalité. D'accord? Donc le Yetzer Hara à l'intérieur, la voix qui t'incite à l'extérieur, le Satan qui te propose la vera et qui l'organise, parce que tu veux voler, mais il faut que le vendeur il tourne la tête. Qui c'est qui a organisé que le voleur il tourne la tête? Le Satan. Et toi tu peux voler. Toi tu dis, waouh, j'ai une opportunité d'ouvrir le client. Mais Yabrel, c'était une occasion de confirmer ton honnêteté et toi, tu as qualifié ta malhonnêteté. Donc c'est le contraire. C'était pas une occasion de gagner de l'argent, c'était une occasion de perdre le Gan Eden. Et toi, tu crois que tu as fait une affaire. Ouais. Et enfin, l'ange de la mort. Ça veut dire que quand tu as écouté les 2 premiers, tu passes entre les mains du 3e. Donc le même ange, c'est le Yetzer Hara, le Satan et l'ange de la mort. Vous avez compris? Maintenant, Yaakov Avinu, il a Yetzer Hara, comme tout le monde. Et moi, je vous ai dit que l'ange de Esav, c'est le Yetzer Hara. Et toute la nuit, Yaakov, il s'est battu avec le Yetzer Hara. Donc, question à 2 millions d'euros. Avec qui il s'est battu, Yaakov? Il s'est battu avec lui-même. Ça va? Est-ce que vous avez senti la richesse et la puissance de l'enseignement? C'est qu'avant de rencontrer physiquement Esav, il s'est battu avec l'ange de Esav. Ça veut dire qu'avant de faire un combat physique, tu es obligé de gagner la victoire psychologique. Ça s'appelle le mental. Tu es prêt à l'examen. Ouais. Tu t'es briefé sur l'importance de réussir cette vente parce que tu as 8 000 euros de loyer. Tu veux absolument convaincre le beau-père qui te donne sa fille. Donc tu te fais le truc dans la tête, tu te fais le débrief, tu te fais la bagarre, tu te bagarres avec toi-même, mais je suis capable, je suis pas capable, j'y arriverai pas. Tu te bats avec ton Yetzer Hara et le lendemain, tu rencontres Esav, le beau-père, ouais, pour voir si tu vas réussir à tenir. Combien de fois j'ai eu des situations comme ça? Mais Rabbi Chetri, je sais pas quoi faire, le père il veut pas de moi, ils veulent pas de moi, ils m'ont jeté, il m'a truqué, il m'a traité, Bon, c'est un gros commerçant et moi je suis en devenir, je suis en projet de passer un diplôme d'immobilier. Je dis, dis-moi, t'as quel âge? 29 ans. Non, à 29 ans, quand tu es en préparation d'un diplôme d'immobilier, ça s'appelle un glandeur. Bah oui, parce que le diplôme d'immobilier, tu l'as fait à 20 ans. À 23, tu as ton premier appartement. À 29, tu en as 10 en cours d'achat. Tu ne peux pas venir avec rien et dire j'ai un projet. Non, tu as un pro jet. C'est-à-dire que tu vas te faire jeter comme un pro. Maintenant, je vous rassure les hommes, les célibataires, les parents n'ont pas besoin d'argent. Ils ont besoin d'être rassurés. Maintenant, s'ils sentent le pauvre type, ils sentent le nul, ils sentent le gars que dans son calendrier, il n'y a que des mois de juin. Il dit, ma fille, 24 ans de sacrifice, elle termine médecine cette année, je vais la donner à ce gigolo. Le mec, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas pire qu'un autre. Je sais pas si on pourra trouver pire que toi. Donc vous avez compris qu'il n'a pas compris que le problème, c'est pas la parnassa. Le problème, c'est d'être rassurant. Maintenant, le problème, c'est que pour être rassurant, faut assurer. T'assures, tu rassures. Tu n'assures pas,
Tu rassures pas. Moi, je connaissais des gens très riches. Évidemment, il n'y avait que des filles. Donc vous avez compris que les prétendants qui venaient par hasard, quand tu sais qu'il y a 100 millions d'euros de dot pour chaque fille, avec des hôtels, des immeubles et je ne sais pas combien de milliards d'immobilier, peut-être que tu es un peu intéressé. Peut-être, c'est pas sûr. Grâce à Dieu, il y a des tzadikim et des aveugles. Ouais. Et bien, une des filles, elle m'avait raconté, quand j'amenais à mon père un prétendant, il ne me demandait pas, c'est pas quelqu'un de religieux le père, ouais. Il ne me demandait pas s'il était diplômé, il ne me demandait pas il avait de l'argent, il ne me demandait pas s'il avait des affaires. Il me demandait une seule chose. Regardez la question du père archi-milliardaire. Il demandait, est-ce qu'il se lève le matin? Vous avez compris ou non? Il se lève le matin. Il se lève le matin pour aller à la synagogue. Il ne va pas à la synagogue. Il se lève le matin pour aller au travail. Il se lève le matin pour préparer le planning. Il se lève le matin pour débriefer les vendeurs. Il se lève le matin pour discuter avec les fournisseurs. Mais il se lève. L'autre, il ne se lève pas. Même au mois qu'il se lève, il se couche. Parce qu'il y a celui qui se lève et celui qui se couche. C'est connu, d'accord? Une fois, il y a un monsieur qui m'appelle, il me dit « Rabbi Chetrit, vous trouvez normal? J'ai écouté votre cours sur le couple, il y a quand même une notion de respect du mari. » Je dis « Bien sûr. » Il me dit « Qu'est-ce que vous dites d'une femme qu'à peine je me réveille, elle me traite de vaurien ?» Je dis « Je vais vous répondre, mais une question, à quelle heure vous vous levez ?» Eh bien, à 17h. Toute la nuit, je scrolle. Je vois des vidéos, je vois des chiens qui traversent des parvis, je vois des chats qui se mouchent. Je suis un homme occupé. Le matin, je ne peux pas me lever, c'est impossible. Donc à 17h, je suis un peu décalé. Ouais. Je ne visite pas les États-Unis, mais la vérité, j'ai 6 heures de décalage. Je me lève, à peine j'ouvre les yeux, elle me traite de vaurien. Alors qu'est-ce que vous en dites? Je dis, moi, la vérité, j'avais des mots plus précis pour vous. Un peu plus cinglants. Parce que d'être nul à ce point-là, c'est incroyable. Et toute la vie, c'est comme ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas créer une situation et après te plaindre. Parce que cette situation, elle est le résultat d'un choix. Or, je rappelle pour les gens qui n'ont pas compris, les enfants, quel que soit leur âge, que le non-choix est un choix. Vous suivez ou non? Les gens disent, j'arrive pas à choisir, j'arrive pas à choisir. Mais le fait d'avoir choisi de ne pas choisir, c'est un choix. Et c'est pour ça que tu es stressé. Parce que tu ne choisis pas. Or, le non-choix, quand tu le cumules et tu le mets en boîte, ça fait des boîtes de non-choix. Et tu vois comment les non-choix sont stressés dans la boîte. C'est des non-choix. Moi, le gars, la fille, elle m'appelle, elle me dit, Rabbi Chetrit, ça fait 6 mois qu'on est en Chidour, il n'arrive pas à se décider. Bon, moi, j'appelle le gars, je lui dis, excusez-moi, monsieur, disons que c'est ma fille, qu'est-ce qui se passe avec elle? Oui, mais j'ai besoin de réfléchir. Réfléchir? 6 mois, dis-moi, t'es pas un cerf-volant par hasard? Il me dit, j'ai besoin de 15 jours. Genre, il a essayé de négocier. Je dis, écoute-moi bien, JG, ça veut dire jeune jbeb. Dans les 15 jours, tu vas dormir 8 heures par jour, tu vas travailler 8 heures par jour, tu vas prier 2 heures par jour, tu vas être aux toilettes 2 heures par jour, tu vas être devant la télé 3 heures par jour. Qu'est-ce qui va rester? 5 minutes. 5 minutes sur 15 jours, tu multiplies, ça te fait un certain temps, tu prends ce temps-là, et dans ce temps-là, tu m'appelles. Il me dit, mais c'est trop court. Je dis, pourquoi? Ça s'appelle la concentration, ça s'appelle le rikouz, ça s'appelle la détermination, ça s'appelle le respect de la souffrance de l'autre. Parce que l'autre, elle t'attend. Jusqu'à quand? Elle me dit, vous me stressez. Alors, je te rappelle que le stress est le symptôme qui apparaît, oui, en significatif de l'immaturité. Vous parlez français, non? C'est quoi le stress? Le stress, c'est le malaise développé par la différence entre la personne que tu es censé être et la personne que tu es. Donc si tu as 30 ans, tu es censé avoir 30 ans, puisque tu as 30 ans. Donc tu es né il y a 30 ans.
Mais si tu as des réactions de gamin de 15 ans, c'est que tu as 15 ans. Maintenant, quand tu dis à 15 ans, est-ce que tu veux assumer notre mariage? Il a 15 ans, il ne peut pas. Lui, il est prêt à consommer parce qu'il n'est pas religieux, donc tant que c'est gratuit, ben, il ne va pas demander l'addition. En plus, toi, tu es très généreuse. Buffet dînatoire ouvert, 24-24. Bon, tu n'es pas religieuse, mais tu as un cerveau quand même, ça s'appelle la dignité. Ouais. Donc lui, il est tranquille. Pourquoi il va s'investir? Mais si tu lui dis rien de chez zéro, ou allô de chez que dalle, moi je le dis toujours aux filles, je leur dis écoutez, ok, même si vous n'êtes pas religieuse, vous dites aux garçons, on ne se touche pas. Oui, mais on n'est pas religieuse. On ne se touche pas. Je vous signale que les garçons, n'écoutez pas vous, les garçons, quand ils vous voient une personne. Mais quand ils vous touchent, ils voient un objet. Les goïms, ils ont compris, ça s'appelle l'objet du désir. Donc tu as compris que si toi tu es l'objet, lui c'est la personne. Et la personne utilise l'objet. Maintenant ils sont devenus tellement folles les filles qu'aujourd'hui ça leur fait plaisir d'être l'objet du désir du brel. Donc si vous ne voulez pas perdre votre dignité et votre valeur, moi je vous donne un conseil. Quand il s'approche de vous et qu'il vous dit écoute, ça fait 1 an qu'on se connaît, il est 4 heures du matin, tes parents sont pas là ce week-end parce qu'il dit pas ce Shabbat. Donc est-ce que tu pourrais me les montrer? Ça veut dire tes qualités morales. Oui, parce que les midot en hébreu, ça veut dire les qualités morales, mais ça veut dire aussi les mensurations. Donc c'est ambigu. Ouais. Donc il dit voilà, il faudrait qu'on le fasse, qu'on se fasse, au moins laisse-moi les toucher, laisse-moi te truquer. En plus t'es en mini-jupe, t'as un toit ouvrant sur le devant, donc a priori il n'y a pas de raison. Alors écoutez-moi bien, ce conseil je le donne depuis 35 ans. Hein. Vous le regardez bien dans les yeux et vous en voyez qu'il n'en peut plus là. Genre il va mourir s'il ne vous touche pas. Il dit j'ai besoin au moins d'un bouche à bouche ou de la respiration artificielle parce que je vais mourir. Eh bien, vous le regardez bien dans les yeux et vous lui dites de la part de Rav Ben Chetrit. Crève. Ça fait 30 ans que je le dis. Il n'y a pas une fille en 30 ans, je peux vous dire que je l'ai dit devant des centaines de milliers de personnes. J'ai cours tous les soirs depuis 30 ans, je ne sais pas si vous comprenez. J'ai 300 conférences par an, donc j'ai nu du monde. Ouais. J'ai dit ça depuis 30 ans, et ben jamais une fille elle est venue pour me dire eh ben il est mort. Il va pas mourir, il meurt pas. Par contre toi, si tu passes le pas, ou là que tu mets les choses à plat, ou tu superposes les idées, il y a un truc qui va mourir. Même si tu n'es pas religieux, ça n'a rien à voir. Tu sais qu'il y a des goïms qui s'abstiennent avant le mariage. Pourquoi? C'est pas grave, écoute, c'est la vie, on kiffe, on s'amuse, sexuellement on s'épanouit, on se fait plaisir. J'ai pas vu des gens qui ont eu 14 partenaires avant le mariage qui sont plus heureux que ceux qui ont eu toute leur vie une seule partenaire. J'ai pas vu qu'ils sont plus heureux. Par contre, j'ai vu qu'ils sont plus malheureux parce qu'ils comparent. Il y a un proverbe non juif qui dit « L'amour s'arrête là où la comparaison commence ». Il m'a dit « Ma femme est très grosse, qu'est-ce que je dois faire ?» Je dis « Mais ça veut dire quoi grosse ?» Il m'a dit « Les couloirs s'en souviennent ». Ça veut dire que quand elle passe dans un couloir, il y a la marque de la ceinture sur les murs. C'est un modèle, ça s'appelle Top Boza, d'accord? Je dis alors qu'est-ce qu'elle est grosse? Elle est grosse. Il me dit elle est très grosse, mais très grosse. Je dis mais comment vous savez qu'elle est grosse? Il m'a dit je suis pas aveugle. Ah bon? Je lui dis mais si vous savez qu'elle est grosse, c'est que vous l'avez comparée avec quelqu'un de moins grosse. Donc sûrement que vous allez sur certains sites qui sont ni pour nous ni pour vous. Et là-bas vous allez vous documenter en anatomie. Et c'est vrai que si tu as une secrétaire très mince et que tu rentres à la maison et l'autre elle est au 9e mois, elle a pris 40 kilos, elle est top bosa, elle est allongée sur le canapé, tu as l'impression que c'est une baleine échouée. C'est une image, hein. Ils sont susceptibles quand même les filles. Hein. Alors quand je tape sur les hommes, ça ne vous dérange pas. Hein. Et bien bizarrement, quand tu regardes toute la journée ta secrétaire qui est mince et tu rentres à la maison et ta femme elle est comme ça, tu la regardes et tu dis mince.
Elle dit, tu trouves que j'ai maigri? À Botaï, si vous voulez sauver votre neshama, si vous voulez sauver votre couple, ta femme, c'est une femme. Toutes les autres, c'est des troncs d'arbres. Maintenant, je ne sais pas si tu as déjà essayé de te frotter tout nu à un tronc d'arbre. Mais si tu dis, bon, c'est juste pour regarder, bon, il n'y a rien de grave, bon, si affinité, bon, on est chômeur néglia, bon, comme quelqu'un il m'a dit, Rav, je n'ai pas trompé ma femme, c'est juste sexuel. Moi, je suis très ouvert d'esprit. Hein. Mais la vérité, les bonnards avec une lettre d'écart, j'ai du mal. C'est quoi, c'est juste sexuel? Je dis, je vais coucher avec ta femme, c'est juste sexuel. Il me dit, vous êtes fou, quoi. Je dis, pourquoi? Il faut être ouvert d'esprit. Vous avez compris ou non? À Botaï, c'est pas chaud. Que c'est des gens qui n'ont pas su faire des choix. C'est ça le problème. Parce que quand il y a un choix, il y a d'abord un doute. Et après, il y a le choix. Et dans le choix, il y a un engagement. Maintenant, tu sais comment tu sais que le doute va disparaître? Seulement quand tu assumes ton choix. Maintenant, les gens, ils sont dans le déni qu'il y a un doute. Après, ils sont dans le déni du malaise du choix. Et après, ils ne s'engagent pas. Et après, ils s'étonnent. 20 ans après, je ne sais pas si je l'aime. Peut-être c'était pas elle. Attends, t'as 6 gosses, qu'est-ce que tu veux? Comme les gens, ils se lèvent un matin, ben écoute, appelle l'avocat, c'est fini. Voilà, c'est fini, j'ai plus de sentiments, j'ai plus rien, j'ai droit au bonheur, j'ai 40 ans, toi aussi t'es jeune, tu vas refaire ta vie. La femme a dit, mais j'ai rien demandé, moi. Moi, je t'aime, t'es mon mari, on a 6 enfants, on a 24 ans de vie commune. Tac, tac. Comment c'est possible? Alors, je vous dis le secret. C'est parce que la personne, elle ne s'est jamais engagée. En fait, elle ne s'est pas mariée. Vous parlez français, non? Donc, si tu prends du bleu et du jaune et tu maries les couleurs, ça fait quelle couleur? Je vais peut-être baisser le niveau. Hein. Ben, ça fait du vert. Donc, tu vois que marier les couleurs, ça veut dire mélanger. Mais mélanger, ça veut dire transformer, ça veut dire changer. Ça veut dire que le vert va apparaître quand le bleu et le jaune vont disparaître. Tu as compris que toi, tu es le bleu, lui, c'est le jaune. Quand vous mélangez, et c'est comme ça qu'on sait qu'on est marié. Comment on sait qu'on est marié? Ah ben, les tournelles en 85, les témoins, la soirée, la fête à Marbella avec Rabbi David de Guetta. C'était un grand Hazan, ouais. Non, tu sais que tu es marié parce que tu changes pour ton conjoint. Tu sais comment tu sais que t'es parent? Parce que tu changes pour tes enfants. Tu sais comment tu sais que t'es religieux? Parce que tu changes pour Dieu. Si tu changes pas, c'est pas évident que t'es marié. Maintenant, quand vous avez soudé 2 éléments, c'est dur de les détacher. Mais quand vous les mettez l'un à côté de l'autre, c'est facile de les séparer. Donc il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui confondent coexister et cohabiter. Toi, tu existes, elle existe. Quand vous allez coexister, il va y avoir une fusion. Impossible à détacher, même après la mort. Mais quand tu as cohabité, bonjour, 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 bonsoir, quelque chose à manger? Non. On regarde un film? Non. On fait le 5e? Dans tes rêves? À demain. Combien de temps tu vas tenir? Vous avez compris ou non? Tu marches en parallèle avec quelqu'un. Au bout d'un moment, tu dis, vous voulez pas qu'on fasse des bébés tous les deux? Mais ça va pas la tête. Ah, je croyais qu'on était mariés. Oh, c'est ça l'événement, je me rappelle maintenant. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Tu t'es marié. C'est ça le mariage. Ouais. Alors réfléchissez. Il y a une réalité devant vous. Et il y a vous. Vous croyez en Dieu, non? C'est pas évident, là. Je n'ai pas senti l'enthousiasme. Je rappelle que la croyance, au-delà de toute la pratique de la religion, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi est adaptée à moi. Et si vous les allez dire, bah justement, je ne suis pas croyant. Alors en physique quantique, on dit qu'une masse d'atomes harmonieuse ne peut se trouver à un certain endroit que si elle est en harmonie avec l'entourage atomique qui l'accueille. Je traduis en français pour les gens qui pratiquent le cerf-volant. Ça veut dire qu'on est là où on doit être. En physique, on est là où on doit être. En croyance.
Maintenant, si tu n'es ni croyant, ni scientifique, ce qu'on appelle un auditeur de Cyril, je ne peux rien faire pour toi. Refouat un effet, je refouat un gouffre. Hachem, il t'envoie, si Dieu veut, que tu retrouves la pile et que tu allumes ton cerveau. D'accord? Mais l'idée, c'est ça. C'est que la croyance, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi, elle est adaptée à moi. Comme vous, vous êtes là. Moi, je suis là. Vous savez que ce cours, il a été prévu depuis la création du monde. Si vous allez remonter loin dans l'étude du sens profond de la Torah, ce cours était prévu. Ce qui n'est pas prévu, c'est qu'est-ce que vous allez faire avec le cours. Est-ce que vous allez écouter? Est-ce que vous allez dormir? Est-ce que vous attendez la blague? Est-ce que vous essayez de comprendre le chidouche? Est-ce que vous vous remettez en cause? Est-ce que vous faites une thérapie de 10 ans de maturité en 1 heure? Est-ce que vous regardez la marchandise? S'il y a de quoi faire ce soir? Ouais. Chacun, il a une raison pourquoi il est venu. Oui, c'est sûr. Donc la question, c'est pas qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir. La question, c'est qu'est-ce que je vais faire avec l'avenir? Qu'est-ce que je vais faire avec le présent? Donc quand je suis devant une réalité, elle est là devant moi, elle est adaptée à moi. Oui, mais le fait qu'elle soit adaptée à moi n'implique pas pour autant que moi je suis adapté à elle. Vous le suivez ou non? C'est mes parents, mes 14 ans de Kiboud Avaim pour comprendre pourquoi ils sont adaptés à moi. C'est ma femme, mes 20 ans de Shalom Bayit pour qu'on arrive à fusionner. C'est mes enfants, mes 15 ans d'éducation pour comprendre comment est-ce qu'ils sont exactement le reflet de mes plus et de mes moins. Ça veut dire que constater, ça prend des secondes. Mais devenir, ça prend des années. Pourquoi? Parce qu'il faut changer. Or, quel est le process du changement devant une situation? Ça s'appelle assumer. Vous suivez ou non? C'est que le bon Dieu, il pose une question, tu voles ou tu voles pas, tu l'épouses ou tu l'épouses pas, tu fais ta alia ou tu fais pas ta alia, tu fais l'armée ou tu fais pas l'armée, tu fais des longues études ou tu fais pas des longues études, tu vas faire un choix. Alors, je vous donne le secret. Écoutez bien ce secret, il est très très fondamental, va vous faire gagner au moins 5 ans d'exomile. Écoutez bien. Tous les choix qu'on assume sont bons. Sont bons. C'est violent. Parce qu'on pourrait dire, eh ben j'ai fait un mauvais choix. Voilà. J'étais jeune, j'étais un gamin, on m'a poussé, je l'ai épousé, bon ben je l'aime pas. J'ai jamais aimé, même les rabbins ils m'ont dit ça va venir plus tard, c'est jamais venu. Alors je vais me forcer jusqu'à quand? Mais JH2, jeune Khmar au carré. Ta mobilette, tu l'aimes? Je l'ai réparée 54 fois. Ouais. Ta maison, tu l'aimes? Ouais, je me suis investi dedans. Ok. Ton métier, tu l'aimes? Parce que je me suis donné à fond. Donc l'autre, pourquoi tu l'aimes? Parce que tu t'investis. Donc l'autre, pourquoi tu l'aimes pas? Parce que tu consommes. Et dans consomme, il y a somme. Et somme, c'est le diminutif de somme. Et somme, tu peux atteindre le sommet. Le sommet du somme, ça peut même devenir un art, ça s'appelle l'art somme. Mais sur la base de quoi? Parce que tu t'es pas investi. Vous me suivez ou non? On aime ce dans quoi on s'est investi. C'est pas qu'on s'investit dans ce qu'on aime. Alors pourquoi est-ce qu'on aime ce dans quoi on s'est investi? C'est très simple. Parce que aimer, c'est amour, c'est Ahava dans la Torah. Ouais. Et Ahava, c'est la même valeur numérique que Echad. Et Echad, c'est quoi? C'est 1. Donc en fait, aimer, c'est faire 1. Donc je m'investis avec mon travail, je fais 1 avec mon travail. Pourtant, c'est un travail pourri. Hein. Ouais. Là, j'ai vu aux infos, le mec, il a bâti le record du monde d'ouverture d'huîtres. Ou de je sais pas quoi, enfin un truc. Le mec, il a dit, c'est 6 heures d'entraînement par jour, j'adore ce que je fais, on n'est pas assez reconnu dans la société. Et moi, je disais, mais il est... Eh ben, le mec, il est heureux. Et l'autre, il est médecin parce qu'il a voulu faire plaisir à sa mère. Il est malheureux. Toute la journée, il prend du Xanax parce qu'au fond, il voulait être pizzaiolo. Donc l'autre, il est médecin, il est malheureux. L'autre, il ouvre des huîtres toute la journée, il est heureux. Pourquoi? Parce qu'il est en accord. Il est en unité, il est en harmonie. Donc tu vas aimer quelqu'un parce que tu te mets en harmonie. Mais c'est dur.
Parce que comme c'est une mitzvah de faire un dans le couple, le Yetzer Hara, il fait qu'on fait deux. Pourquoi il y a tellement de divorces? Vous n'êtes pas posé la question? Mais c'est très simple. Parce que quand tu veux savoir quel est l'essentiel dans une mitzvah, tu regardes le Yetzer Hara de la mitzvah. Soit tu étudies 15 ans la yeshiva, et tu vas approfondir tous les sujets, et donc tu vas comprendre le sens profond. Soit tu regardes le Satan. Par exemple, la Hamida, le principal de la Hamida, on l'apprend de Ol-Ovdo Bechol Evafrem, pour le servir de tout votre cœur. C'est quoi? C'est Avoda Shebalev. C'est quoi? C'est la Kavana, c'est la concentration. Donc la Hamida, la mitzvah principale de la Hamida, c'est la concentration. Tu peux l'apprendre dans la Gemara, tu peux l'apprendre des Psukim, tu peux l'apprendre du Rambam, tu peux l'apprendre du Shulchan Aruch, ou non. Tu regardes, c'est quoi ton Yetzer Hara dans la Hamida? Ah, c'est de penser à autre chose. Donc la mitzvah, c'est de se concentrer. Ça va? Ça veut dire que le Yetzer Hara, c'est un indicateur d'essentialité. 90% des Juifs n'étudient pas la Torah, c'est normal, puisque c'est la mitzvah la plus importante. Parce qu'avec la mitzvah du Talmud Torah, tu peux lutter contre le Yetzer Hara. Donc le Yetzer Hara, il ne va pas te donner les arguments et les armes pour lutter contre lui. Donc il empêche les Juifs d'étudier la Torah. Le Kriyat Shema, la mitzvah, c'est de lire doucement, lettre par lettre. Donc les 3/4 des gens, ils avalent les mots, ils le font en 3 secondes, et en même temps, ils rangent, ils vérifient leur email en même temps. Ouais. Pourquoi? Parce que comme la mitzvah, c'est de lire doucement, donc le Yetzer Hara, c'est de lire vite. Vous me suivez ou non? Oui, non? Écoutez bien ça. Écoutez bien ça. Ça va peut-être sauver votre couple ou votre futur couple. Dans un couple, la mitzvah, c'est de faire un. Parce que Echad, c'est Ahava. Donc le Yetzer Hara, c'est de faire 2. Mais c'est irrationnel. 2 dans la tête, on ne se comprend pas, on ne parle pas la même langue, on n'a pas l'impression de venir de la même planète, Mars et Vénus. 2 dans le cœur, tu m'aimes pas assez, tu m'aimes trop, tu me le montres pas, ça se voit pas, t'aimes plus ta mère que moi, t'aimes plus ta soeur que moi. Mais c'est irrationnel. Mais je t'adore, mais pas assez, je le sens pas, je suis pas rassuré, j'ai peur que tu me trompes comme mon père. Donc 2 dans le cœur, et 2 dans la tête, 2 dans le cœur. Évidemment, on arrive à 2 dans le corps. Tu vas me toucher maintenant, qu'est-ce que tu veux? Je suis quoi? Je suis ta prostituée. Mais je t'aime, et alors, va te soigner, obsédé. Mais ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas touché. Et alors? T'es pas bien dans ta tête? Va voir des films bizarres, qu'est-ce que tu me prends la tête? 2 dans le corps. Le Yetzer Hara, il a gagné. Il a gagné. C'est un process. 2 dans la tête, 2 dans le cœur, 2 dans le corps. C'est comme ça que les gens divorcent. Parce qu'ils n'ont pas fait un. Mais pour faire un, Audon Kolo, cousin de Marco Polo, il faut se mélanger. Il faut se fusionner. Et pour se fusionner, Baba, il faut changer. Je donne toujours le même exemple. La farine et l'eau. La farine. Vous savez ce que c'est la farine? Non, pas le truc blanc en poudre que vous achetez en petit sachet. Non, la farine. Ouais. C'est très sec. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de prendre une cuillère de farine à jeun. Ça s'appelle une crise d'asthme. L'eau, par contre, ne ressemble pas du tout à la farine. Elle est très liquide. Vous savez que le taux d'humidité de l'eau est très élevé. Je ne sais pas si vous avez fait des études de biologie, mais je crois qu'il n'y a pas plus humide que l'eau. Bon. Vous mélangez l'eau et la farine. Qu'est-ce que ça fait? Heureusement qu'il y a des enfants dans la salle. Ça fait de la pâte. Maintenant, imagine, toi et moi, on veut faire un business. Moi, j'ai 200 kg de farine, qualité supérieure, A plus A plus A. Toi, tu as 200 litres d'eau, qualité, babahtuk, l'eau des viandes pressée à froid. Ouais. On prend une grande bassine, on met l'eau et la farine. On dit, on va faire un business, on va vendre des halotes à rue de la Roquette avant la veille du Shabbat. Ouais. Maintenant qu'on a mélangé l'eau et la farine, eh ben, on est dans le pétrin. Évidemment, qu'est-ce qui se passe? La femme du mec qui a mis la farine, elle dit à la femme du mec qui a mis l'eau, elle dit, moi, l'autre, il a mis de la farine, moi, j'ai mis de la farine. Pourquoi l'autre, il a mis que de l'eau, il a 50%? L'autre, il dit, comment ça? Mais c'est de l'eau des viandes spéciales. En plus, c'est moi qui ai eu l'idée de faire les halotes, et il se déchire. Oh, c'est connu, ouais. Parce qu'il y a l'arziz et l'arzizani. Donc, les mecs, ils disent, bon, moi, je peux plus voir ta gueule. Moi, ça tombe bien, j'ai le même problème. Eh ben, tu sais quoi? Récupère ta farine. Il dit, bah, reprends ton eau. Comment tu peux? C'est de la pâte. Vous avez compris ou non? Non, vous n'avez pas compris, c'est dommage. Vous savez que moi, j'ai arrêté de parler au premier degré à 9 ans et demi. Vous croyez qu'à 64 ans,
Je vous dis que dans la pâte, on aura du mal à récupérer la farine. Est-ce que j'ai une gueule, franchement, à dire des bêtises? Donc vous avez compris que c'est impossible de séparer l'eau et la farine. C'est impossible dans la pâte. Alors comment les gens ils divorcent? Parce qu'ils ne se marient pas. Quand tu as changé pour le couple, et toi tu as changé pour le couple, c'est indissociable. Jusqu'au là-bas, on est condamné à rester ensemble. Vous allez me dire, à ce moment-là, personne ne divorce. Mais moi, si je vous dis, c'est mon expérience, moi, je n'ai pas votre expérience, j'ai vu à peu près 35 000 couples, d'accord? Écoutez-moi bien, les 3/4 des gens qui divorcent ne sont pas mariés. Vous entendez des histoires, moi je les reçois. Je les ai reçus, j'arrête de recevoir parce que je suis fatigué d'être intelligent pour des brels. Mais au moins 6 000 en consultation, ça dure 6 heures, plus au moins 30 000 au téléphone. Je peux vous dire que j'en ai eu des histoires. Ouais. Rien qu'aujourd'hui, j'en ai eu 4. Des cas désespérés. Hein. Bon. Mais les gens, ils ne sont pas mariés. Comment un matin, la fille, elle se lève, elle te sort de 25 témoins, comme quoi t'es un monstre, t'es un malade, elle va à la police, elle appelle la police, elle te dénonce, elle prend les enfants, elle les organise chez les parents, elle est déjà l'avocat, le dossier il est déjà prêt, et après t'es pris pour pédophile, le mec, il n'a pas compris en 5 minutes, il était à la police, on l'a mis par terre, monsieur, garde à vue, qu'est-ce que vous avez fait? Il n'a rien fait. Des voisins, ils sont venus témoigner, ils l'ont jamais vu de leur vie. Tu dis, ok, il y a des folles, il y a des fous, ok. Mais ça veut dire qu'un coup comme ça, c'est prémédité depuis au moins 3 ans. Mais comment c'est possible quand tu es marié depuis 2 ans? Vous avez compris ou non? Tu n'es pas marié. Et c'est pas marié. Parce qu'un niveau de cruauté, un niveau de méchanceté, même à ton chien, tu lui fais pas ça. Donc ça veut dire que il y avait une rencontre avec un choix. Le choix, tu dois le faire. Et quand tu le fais, tu l'assumes. Et quand tu l'assumes, ça se passe très bien. Et c'est là le ridouche. Écoutez bien ce que je vous dis. Un choix, même quand dans l'absolu il est mauvais et que tu l'assumes, il devient bon. Pourquoi? Parce qu'il devient une expérience. Moi, je connais des gens, par exemple, ils ont fait médecine pour faire plaisir à leurs parents. Le mec, il a bossé comme un malade. Bon. Mais c'est pas ce qu'il voulait, lui. Lui, il voulait faire de l'informatique. Dès qu'il a eu son diplôme de médecine, il a été voir sa mère et il dit, maman, je suis médecin. Je vais pouvoir frimer avec mes copines au salon de thé là-bas, avenue de Wagram. Alors elle dit, mon fils, elle dit, papa, maman, je t'ai fait plaisir, je suis médecin. Maintenant, je vais faire ce que je veux. Le mec, il a créé une boîte d'informatique, 500 employés, SS2I, un tueur. Tu dis, mais je comprends pas. Le mec, il a fait médecine. Il a fait médecine. Il a sacrifié 10 ans de sa vie pour faire plaisir à sa mère. Mais attention, il a assumé sa médecine. Il a travaillé comme un fou. Il a avalé 68 000 pages des trucs. Il s'est battu pour les partiels. Il s'est battu pour les examens. Il s'est battu pour la concurrence. Il est passé à chaque fois major promotion. Mais les capacités qu'il a attrapées, il peut s'en servir dans n'importe quel domaine puisqu'il a assumé. Mais s'il avait dit, j'ai pas envie d'y aller, et puis ça me saoule, et puis c'est pas ça que je voulais faire, et chaque année il aurait traîné, il aurait redoublé, il aurait fallu faire des dons à la faculté pour qu'il passe de classe, et puis il aurait rien retenu parce qu'il n'était pas motivé, du coup il aurait raté l'examen, après il aurait été obligé de tricher, après il serait fait attraper, après il s'est fait interdire d'examen, après il aurait fallu racheter encore le juge. Tout ça pourquoi? Parce qu'il voulait pas, et pas la bonne volonté, puisqu'il n'avait pas fait le choix, et il l'a pas assumé. Vous avez compris ou non? C'est que même un mauvais choix, quand tu l'assumes, il devient bon. Mais même un bon choix, c'est que les 3/4 des gens, ils ont tout pour être heureux. Comment ils sont chums? Comment ils sont alcooliques? Comment ils fument des joints toute la journée? Parce qu'ils n'assument pas. De la même manière qu'il faut assumer le malheur, il faut assumer le bonheur. Il est venu chez moi, il m'a dit, Ahmed Chitri, j'en peux plus. Les enfants, toute la journée, des questions, papa, pourquoi l'eau elle est mouillée? Comment ça se fait que la montagne elle tient en l'air? Pourquoi le ciel il tombe pas? Pourquoi? Je dis, mais c'est bien, t'as des gosses intelligents, ils sont curieux. Maintenant, toi, réponds-leur. Il me dit, mais ils saoulent avec leurs questions. Mais non, c'est pas qu'ils te saoulent, c'est que t'as pas les réponses. Maintenant, moi, j'en ai des autres. Ils ont des gosses, limite autistes. Ils sont devant la télé toute la journée. T'as une question? Non. T'as un truc qui t'intéresse? Non. T'as envie d'évoluer? Non. Tu veux des bonbons? Ouais. Donc, t'as des gosses qui sont deb. Oui.
Toi, tu as des gosses qui sont intelligents. Mais je comprends pas, tu n'assumes pas ton bonheur. Maintenant, c'est quoi assumer? C'est faire le choix d'assumer. Maintenant, avant d'assumer, il y avait un choix. Et entre le choix et assumer, il y avait le doute. Il y a toujours un doute. Mais le doute, on a dit, c'est quoi? C'est le safek. Et le safek, c'est l'Yetzirara. Maintenant, l'Yetzirara, qu'est-ce qu'il te propose? De faire l'enfant. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais l'adulte. Comment on appelle un adulte en hébreu? Gever. Et Gever, c'est Gibor. Et Zéou Gibor, à Kovesh et Titzro, qui est l'homme fort, celui qui maîtrise son Yetzirara. Ça veut dire que d'être mature, c'est de lutter contre la tentation de faire l'enfant. J'ai envie de faire l'enfant. J'ai pas envie de faire d'efforts. Et puis ça me saoule. Et puis j'ai pas les nerfs. Et ben c'est comme ça. Et ben je changerai pas. Et non. Et je me lève pas. Et je travaille pas. Et j'évolue pas. Et je travaille pas ma patience. Et je travaille pas. Et ben comme je travaille pas la patience, et ben je suis coléreux. Puis quand je suis coléreux, je suis laxatif. Et puis je crie. Et je traumatise les enfants. Et du coup ils sont tous complexés. Et celui-là il se masturbe. Celui-là il est homo. Et celui-là il prend de la drogue. Et alors, j'en ai rien à treuf. Mais le jour où tu vas réfléchir que toute cette khara, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, elle vient du fait que tu n'as pas voulu lutter contre la tentation de faire l'enfant. Vous vous rendez compte de la conséquence? Vous avez compris ou non? Toute la vie, ça se mesure en deux possibilités. Soit tu es mature, soit tu es immature. Maintenant, comment c'est mature? Mature, c'est d'assumer. Parce que bizarrement, la vie, c'est des épreuves. À chaque fois que tu assumes, tu augmentes ton niveau de maturité. Comment d'un élève de 5e, tu es passé en 4e? Parce que tu as travaillé pendant l'année de 5e. Oui. Comment tu es passé en 2e année de médecine? Parce que tu as travaillé pendant la première année de médecine. Comment tu as créé le 2e restaurant? Parce que tu t'es déchiré dans l'exploitation du premier restaurant. Toute la vie, c'est comme ça. Ça veut dire que tu as une réalité en face de toi, tu l'assumes. Maintenant, chaque fois que tu assumes, ça s'appelle en hébreu l'idgaber. L'idgaber, c'est l'iot gever. Si tu veux être un gever, tu vas être un homme, tu vas être mature. Donc, parce que tu as assumé, et bien bizarrement, le fait d'assumer, par résonance, augmente ton niveau de maturité. Mais si tu n'assumes pas, tu n'augmentes pas le niveau de maturité. Donc, comme tu n'augmentes pas le niveau de maturité, au bout d'un moment, il y a un décalage. Parce que ton corps, il continue à grandir, les épreuves, elles continuent à évoluer. Donc, tu as 40 ans, tu as des épreuves de 40 ans. Mais comme toi, depuis l'âge de 20 ans, tu as arrêté d'assumer, tu te retrouves avec un mental de 20 ans pour des épreuves de 40 ans. Comment ça s'appelle le malaise? La pression. Le lachatz. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Ben Chetrit? Une pression au singulier, des pressions au pluriel. Ça, c'est quoi la dépression? Genre la dépression, je suis en dépression, Mais non, t'es pas en dépression, t'es inadapté. Vous suivez ou non? Parce que t'as 4 enfants. D'accord. Mais chaque enfant, tu dis, je ne le veux pas, c'est trop difficile. Il se lève la nuit. Le 2e enfant, ça me saoule, il fait du bruit, prends-moi une nounou. Le 3e enfant, le 4e. Mais au bout du 4e, que tu te forces, c'est normal que tu pètes un câble. Donc, t'as pas pété un câble parce que tu as eu 4 enfants. Tu as pété un câble parce que tu n'as pas assumé. Toi, c'est pareil. Tu as dit, je prends 20 000, je prends 100 000, je prends 150 000. Je prends la banque, après je vais créer, je vais développer, je vais baba. Dès qu'on te dit, bon, maintenant, il faut commencer à payer 20 000 euros par mois. Quoi? Je peux pas, j'ai envie de faire caca. Pour emprunter, t'es fort. Pour rembourser, t'arrives pas. Mais de quelle ville du Maroc tu viens? Donc, automatiquement, tu n'assumes pas. Comme tu n'assumes pas, tu grandis pas. Et quand tu grandis pas, tu craques. Vous avez compris ou non? Moi, j'en ai soigné des dépressions, des dizaines. Mais le problème, c'est toujours le même. Alors ça, c'est au début. Après ce craquage, écoutez bien, il devient une névrose. La névrose, elle devient obsessionnelle. L'obsessionnel, il devient phobique. Le phobique, il devient toc. Et le mec, toute la journée, en train d'aller vérifier que la fenêtre, elle est fermée. Mais sur la base de quoi? Sur la base qu'il s'est enfermé à l'intérieur parce qu'il n'a pas assumé à l'extérieur. Assumer à l'extérieur s'appelle ex-isté, ex-extérieur-isté.
être à l'extérieur. Le contraire de exister, c'est inister. Bon, c'est un mot qui n'est pas dans le dictionnaire. Ni la rousse, ni la blonde, vous pouvez vérifier. C'est vrai que les Français n'ont pas voulu parler d'un problème majeur qui les touche. Inhiber, ça existe. Vous parlez français, non? Inhiber, ça existe. Mais inister, ça n'existe pas. Mais dans l'absolu, in, c'est le contraire de ex. Et ister, c'est être. Donc inister, ça voudrait dire être à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui fait le dépressif? Comme il n'arrive pas à exister à l'extérieur, il existe à l'intérieur. Il tourne en rond, il se coupe de la vie, il se coupe de la réalité, il se coupe des gens qu'il aime, il se coupe des gens qui peuvent l'aider, et il tourne en rond sur son problème. Et ça ne marchera pas, c'est trop difficile, le magasin il est mal placé, de toute façon personne ne m'aime, ma mère elle ne m'a pas donné d'amour, mon père il ne m'a pas allaité. Dis-moi enfin Maurice, vous savez pourquoi il y a des toilettes, vous êtes au courant? Et pourquoi il y a des salles de bain? Parce qu'on a tous de la crasse, on a tous des déchets. Mais quand tu veux t'en débarrasser, tu n'es pas obligé d'inviter toute la famille. On a tous des merdes. Va aux toilettes. On a tous de la saleté. Va prendre une douche. Va te laver. Passe à autre chose. Avance. Traduction, assume. Vous me suivez ou non? Ça veut dire que le choix, c'est l'école du devenir. Donc c'est normal que c'est pas évident, parce qu'il y a l'embarras du choix. Maintenant, quand tu fais le choix, écoute bien, d'assumer le choix, ce choix-là, en même temps qui te fait avancer, en même temps il te fait grandir. C'est un phénomène bizarre, mais le niveau de maturité que tu as besoin pour pouvoir assumer un choix, il vient par le fait que tu as assumé le choix. Tu dis non, c'est l'expérience, c'est les 40 ans d'études. Non. Ça s'appelle Naaseh Vinishma. Quand tu t'engages à faire, quand tu t'engages à rendre l'autre heureuse, quand tu t'engages à finir ton examen, quand tu t'engages à rembourser ta dette, oui, automatiquement, l'engagement, il a augmenté la maturité. Et la maturité, Hachem, il t'envoie les moyens de pouvoir assumer ton choix. Mais quand tu dis c'est pas évident, je suis pas obligé, puis qui a dit qu'il a vraiment besoin d'argent, et puis c'est dur, et puis c'est long, et puis c'est payé. Attention, tu as choisi le non-choix. Alors l'erreur, c'est que les gens, ils croient que quand ils peuvent légitimer leur nullité, ça devient une qualité. Ça va? C'est que le mec, il va t'expliquer pourquoi il est nul. Tu dis... Vous savez la différence qu'il y a entre les enfants et les adultes? C'est que quand il y a un problème, les enfants, ils ont des raisons. Mais les adultes, ils ont des solutions. Maintenant, quand tu as 40 ans et tu m'expliques les raisons, mais qu'est-ce que je m'en fous de tes raisons? Ouais, mais c'est son caractère. Mais qu'est-ce que je m'en fous? De toute façon, vous êtes mariés. De toute façon, c'est tes enfants. De toute façon, c'est toi qui as pris l'argent. C'est toi qui as ouvert le magasin, c'est toi qui as signé, c'est toi qui as écrit lu et approuvé. Qu'est-ce que j'en ai à foutre maintenant que tu es fatigué? Oui ou non? C'est que les gens croient que les raisons enlèvent les obligations qui ont été créées par l'engagement. Parce que j'ai des raisons. Alors quand tu es petit, t'amènes un mot de retard pour expliquer pourquoi tu ne vas pas en cours de gym. Et quand tu es grand, tu dis à ta femme qu'elle a trop grossi, c'est pour ça que tu la trompes. Mais c'est toujours une logique de raison. Mais on s'en fout des raisons. Vous me suivez ou non? Ce qu'on veut, c'est quoi? C'est de la maturité. Or, la maturité, on a dit, c'est quoi? C'est d'assumer. Vous savez comment on appelle assumer? En français, on appelle la solution. Parce que la solution, c'est de se solutionner avec la réalité. Vous parlez français, non? La résolution, c'est la résolution du problème. Donc, la réaction intellectuelle à une question, c'est de la résoudre. C'est la solution. Ok. Mais quand tu prends du sucre et tu le mélanges dans le café, on dit quoi? Tu solutionnes le sucre dans le café. Donc le mot solutionner, il veut dire mélanger. Maintenant, quand un problème apparaît, pourquoi il disparaît quand la solution apparaît? Parce que la solution, c'est pas le conseil du rabbin, ouais. C'est pas l'accompagnement du psy. C'est pas une inspiration. Non. La solution, c'est que quand tu t'investis
tu as grandi, ouais, parce que tu t'es solutionné avec le problème, tu l'as pris à bras le corps, tu as mis les mains dans le cambouis, tu t'es battu pour que ça fonctionne, et le fait de te battre, ça a fait que tu as grandi. Et quand tu as grandi, ce problème-là, il était adapté à un certain niveau d'immaturité. Donc quand tu as augmenté la maturité, le problème a disparu. Donc tu vois que le problème disparaît quand la solution apparaît. Mais c'est quoi la solution? C'est que tu as grandi. Maintenant les gens, ils veulent que des solutions extérieures. Ils veulent que les parents les prennent en charge. Ils veulent que le sort fasse que les choses se passent bien. Ils veulent que le tzaddik, il leur fasse le travail à leur place. Ils veulent que le rav, il fasse le shalom bayit à leur place. Non. Il faut que tu assumes. Une fois, il y en a un, il m'a dit, écoutez, ma femme est partie de la maison. Voilà, Rav, vous écrivez une lettre d'amour, parce que je sais qu'avec votre finesse, votre charisme, vous allez faire un truc extraordinaire. Et moi, je la signe. Il y a deux problèmes. Premier problème, c'est que ta femme, elle va voir à la seconde même que c'est pas toi qui l'as écrit. Deuxième problème, c'est qu'elle va chercher à savoir qui l'a écrit. Et moi, bon, quand je faisais cette blague, à l'époque, ma femme était vivante. Donc je dis, ma femme est tireur d'élite. Donc je sais que je vais mourir dans la journée. Et l'autre aussi. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toi le problème, c'est toi la solution. Et je vais dire mieux. Écoutez bien, c'est un peu violent. En fait, la solution, c'est le problème. Parce que c'est les problèmes qui font grandir, c'est pas les solutions. C'est pour ça que quand il y a un problème, tout de suite, les gens, ils veulent des solutions. Ah mais chérie, qu'est-ce qu'il faut faire? En deux mots, en truc, alors qu'est-ce que... Je dis, il faut que tu changes. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se séparent, ils se remettent, ils se séparent, ils se remettent. Mais les mêmes mots, les mêmes conséquences, les mêmes défauts, les mêmes problèmes. Il y a une fuite d'eau, tu gères la fuite. Je dis non, je refais la peinture, ça recoule, tu refais l'enduit, refais la peinture, tu refais l'enduit, tu refais la peinture, tu refais l'enduit. Va chez le voisin du dessus, tu dis écoutez monsieur, si ça vous dérange pas, je vais aller en dessous le lavabo qui est juste au-dessus de mon mur et je vais changer le joint. Ça coûte 20 centimes d'euros, ça va prendre 4 minutes, 2 pinces, trac, c'est fini, le mur il est sec. Ça veut dire quoi? Va à l'origine du problème. Mais ça, tu ne peux pas le trouver s'il n'y a pas de travail. Parce que ton couple, il a un problème de communication, va traiter ça. Toi, tu as un problème de relationnel avec tes enfants, va traiter ça. Toi, tu as un problème de confiance en toi, c'est ça le lavabo qui coule. C'est pour ça que tu n'as pas confiance dans tes enfants et c'est pour ça qu'ils n'ont pas confiance en eux. Parce que tu as un problème de confiance en toi. Va trouver l'origine du problème et traite-le. Mais tu ne peux pas y arriver si tu n'assumes pas. Si tu continues à transférer, si tu penses que c'est toujours la faute de l'autre, que c'est pas simple, que j'y arriverai jamais, c'est trop dur, j'ai essayé plein de trucs, que j'ai lu des articles sur... J'ai même demandé à ChatGPT. Mais ChatGPT, il va juste t'encourager à péter. Et un jour, tu vas péter un câble. Comme un chat qui se met à craquer. C'est qu'il y a un très très grand danger dans l'intelligence artificielle, vous savez ça? C'est que c'est au détriment de l'intelligence naturelle. Moi, je rappelle qu'en philosophie, l'intelligence, c'est la capacité de s'adapter. Et tu t'adaptes parce que tu acceptes une situation. Mais si dès que tu as une question, tu demandes à ChatGPT, bizarrement, le ChatGPT évolue, parce que tu le nourris en information, et toi, tu deviens de plus en plus brêle. Moi, je vois les gens, ils me disent, je ne peux plus parler à ma femme. Elle me dit, attends, je demande à ChatGPT. Il y a un problème de shalom bayit, demande à ChatGPT. Mais c'est dangereux. T'as un problème d'éducation? ChatGPT. Le pire, c'est qu'il donne des bons conseils. Mais encore une fois, Raoudon Kolo, le problème, c'est pas la réponse. Le problème, c'est que l'opportunité de grandir que t'a donné le problème. Donc quand tu élimines le problème, parce que tu as une solution, mais que cette solution, elle ne t'a pas demandé un travail, donc tu n'as pas changé. Ça va? C'est vrai que les gens ils me disent mais Raph, je comprends pas, j'ai toujours les mêmes problèmes. Je dis parce que tu redoubles. Mais je tombe toujours sur le même genre de garçon, parce que tu n'as pas évolué. Oui, mais moi je sais pas, je suis pas froum, je suis pas fraï. T'es quoi? Une espèce de mutant, mais à plein temps. Tu veux les qualités de la fille froum, mais tu veux la légèreté de la fille non religieuse. Ça n'existe pas. Ça va pas. Pourquoi? Parce que dans chaque choix, il y a un prix à payer. Tu veux de l'argent cachère?
ça demande beaucoup d'efforts. Pour être milliardaire dans l'immobilier, il faut 30 ans. Toi, tu dis non, je vais faire ça en 2 ans. En 2 ans, ça s'appelle un hold-up. Tu dis non, je vais faire une start-up. Start-up. C'est quand même que 80% des start-up, tu vas au tribunal de commerce, 80% des start-up, elles coulent la première année, vous êtes au courant. Quand tu vois un mec qui a réussi dans une start-up, sache qu'il en a coulé 22 avant. C'est pas grave, ça fait partie du projet. Ouais. Alors je te souhaite pas de couler 28 mariages pour arriver au 29e qui est bon. Là, il est 10 heures. A priori, on a dépassé là. Vous êtes sûr? Comment vous êtes là? Levez la main ceux qui prient pour que je m'étouffe. Mais quand est-ce qu'il va se taire? Mais il s'arrête jamais. C'est les chutes du Niagara, le mec. Ouais. Non, en fait, vous êtes comme mes enfants. Je ne vous vois pas souvent. J'essaie de vous donner des conseils parce que mon projet, ce n'est pas de faire un cours. Vous avez remarqué que je n'ai même pas ouvert la feuille. C'est genre un placebo qui est là pour faire plaisir, ouais. Mon projet, comme je l'ai dit 1 million de fois, c'est de vous faire gagner 10 ans de maturité en 1h15. Ce à quoi ont renoncé les psychologues. C'est-à-dire que vous écoutez ce que je dis, mais en même temps que je parle, vous faites un chemin dans votre tête. Vous vous reconnaissez, vous truquez. Si vous avez fait l'effort d'arrêter de penser que le cours, il est pour quelqu'un d'autre, qui n'est pas là. Oh, dommage qu'il n'est pas là. Tout le cours, il est pour lui. Sachez que le cours, il est pour les gens qui sont là. Vous suivez ou non? Je vais vous dire pourquoi. Bon, c'est un peu dur à comprendre, mais vous êtes des gens intelligents. Moi, la vérité, le cours, je le fais pour moi. En fait, je délire devant vous sur mon travail personnel. Et donc, je vais exister grâce à ce cours. Ça va? Maintenant, le meilleur encouragement à l'existence, c'est d'exister. C'est-à-dire que si tu veux que tes enfants existent, il faut que tu existes pour eux. Si tu veux que ton conjoint existe, il faut que tu existes pour le conjoint. Si tu veux que le client il te suive, il faut que tu te donnes à fond pour lui. C'est qu'en vérité, l'existence, c'est le meilleur encouragement à l'existence. Maintenant, si moi je me pose en maître, genre j'ai tout compris, j'ai tout gagné, et vous les brels, que vous avez tout à apprendre, ça ne marchera jamais. Parce que vous allez le vivre de manière angoissée, il va dire il est anxiogène ce soir, j'ai envie de mourir. Ouais. Mais si on est dans une logique ensemble de construire et de gagner, de gagner des années de maturité, bah c'est très marrant parce que j'ai des gens, par exemple, qui m'écoutent depuis 20 ans. Bon, et un jour, ils ont voulu faire un travail avec le couple, enfin, ou avec n'importe quoi. Ils ont pris un pack, comme j'ai des packs éducation, pack couple, pack colère. Mais ils l'ont fait avec la méthode. Il m'a dit, mais Rav, j'avais rien compris. J'ai des gens qui ont fait tchouva il y a 25 ans. Ouais, là-bas, rue Saunier, là-bas, ouais. Maintenant, ils sont Roche Kolel, à Bnei Brak. Ils finissent le Talmud entier tous les ans. Il m'a dit, écoute, Iria, je réécoute les cours, mais j'avais rien pigé. Je croyais que tu étais marrant. Mais en fait, il y avait 250 pages de commentaires dedans, dans chaque cours. Mais c'est sympathique, c'est convivial. Il y a beaucoup d'huile, donc ça glisse. Ouais. L'idée, c'est ça. C'est que chaque phrase du cours, en vérité, c'est un strate dans le chemin de la maturité. Moi, j'ai des goïms, des psychologues, ils m'ont dit, avec une phrase, on peut écrire un bouquin. Ils m'ont dit, vous êtes un fou. Je dis, mais moi, les cours, ils sont enregistrés pourquoi? Pour me faire plaisir, pour augmenter le chiffre de vues sur YouTube. Non, c'est parce que je compte que les gens, ils vont le relire au moins 2, 3 ou 4 ou 5 fois. Parce que la moyenne sur une conférence, c'est 1,8% de retenue. Ça, c'est pour un truc normal où le mec, il a dit 3 idées en 1h30. Mais quand tu dis 3 idées par minute, tu crois que les gens, ils retiennent combien? Donc, je vous dis le secret. Le projet du cours, c'est pas de vous donner des informations. Le projet du cours, c'est la résonance dans votre tête, le parcours psychologique et intellectuel que vous faites et qui vous fait évoluer. Donc ce qui compte, c'est que vous sortiez du cours plus grand et plus fort et plus investi. Ça va? Voilà, après je vous dis une anecdote, après je vous laisse tranquille. Un jour, c'était au cours du mardi, il y a une jeune fille qui vient avec sa copine. Donc la copine, elle avait une question. Et quand l'autre, elle a vu ma réponse lui a plu, elle a dit, moi aussi j'ai une question. Je dis, ok, c'est encore votre question? Elle me dit, voilà, je suis d'une famille très très religieuse. Ça se voyait, elle était partout. Et elle me dit, ça fait 9 ans que je suis avec un goy. Alors, je ne sais plus quoi faire. Je dis, il faut l'épouser. Le rabbin fou, le rabbin des bois.
Je dis, mais, elle me dit, mais comment vous me dites ça, Rav? Je dis, mais il faut l'épouser. Elle dit, bon, vos parents sont au courant, je ne peux pas, si je leur dis, ils vont mourir. Mais dites-leur, allez les voir, dites-leur, voilà, je ne suis pas comme vous, je ne suis pas religieuse, je suis avec un monsieur non juif, ça fait 9 ans, et je vais l'épouser, et je vais faire des bébés, et on va aller s'installer à côté de Saint-Étienne, dans un petit village qui s'appelle Khalal Khalé, des perdus de la Neshama. Elle me dit, je ne peux pas faire ça. Moi, je dis, alors si vous ne pouvez pas faire ça, quittez-le. Elle me dit, je ne peux pas. Je l'aime, je suis folle amoureuse, c'est impossible, il a toutes les qualités qu'il faut, bon, à part ce petit défaut. Ouais. Je dis, alors vous ne pouvez pas le quitter, vous ne pouvez pas l'épouser, vous êtes perdu, menotté entre les wagons et la locomotive. Et moi, j'étais fatigué, j'avais fait 2 heures de cours, j'avais reçu les gens pendant 1h30, et j'étais un peu limite, avec option de mourir, parce que j'étais fidé. J'ai dit, écoutez, mademoiselle, je vais vous dire une seule chose. Après, je vous laisse partir. Je lui ai dit, tous les choix qu'on assume sont bons. La phrase que vous avez entendue. Bon. Elle m'a donné son adresse, elle est partie. Moi, dès que je suis rentré à la maison, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, les MP3, les trucs, les links de téléchargement, il n'y avait rien. Il y avait des livres et des CD, et encore, c'était mortel, parce qu'un CD, ça va, mais des CD, c'est bon. Dès le lendemain, je fais un paquet, livres, trucs et tout ça, je ne l'envoie pas à la poste. Je l'oublie maintenant. Parce que mon père, il m'a toujours enseigné, fais du bien et oublie-le. Parce qu'il y a des gens, ils font un truc bien toute leur vie, tu sais ce que j'ai fait, tu sais qui je suis. Avance. Le meilleur frein à l'évolution personnelle, c'est de se rappeler le bien qu'on a fait. Le bon Dieu, il s'en souvient, ça suffit. Bon, je l'oubliais. Après, je fais mon gala. À l'époque, c'était rue Petit. Et il y a un monsieur... Je ne sais pas ce qui s'est passé, ce qu'il lui a pris, je ne le connaissais pas, c'est un nouveau. Il a levé la main, à l'époque, il a pris 20 000 francs. C'était beaucoup, 20 000 francs à l'époque. Bon. Et après qu'il a fait le don, je vais le remercier et tout ça, il me dit, qu'est-ce que vous faites avec l'argent? C'est intéressant, le mec, il vient de donner 20 000, il se demande ce qu'on fait avec. Il dit, ben, on fait un élevage de porc en Israël. Écoutez bien. Alors moi, je lui dis, ben, qu'est-ce qu'on fait? On fait des shabbats pleins, on fait des livres, on fait des CD, puis on les offre pour aider les gens et tout. Alors lui aussi, je l'ai oublié, je l'ai perdu de vue. Et un jour, je vais en Israël, dans un hôtel, et je vois la fille arriver avec le gars, avec les 4 enfants. Alors elle me dit, Rav, je vais vous raconter. Quand je suis parti de chez vous, j'allais mourir. Parce que vous ne m'avez pas dit de quitter, vous ne m'avez pas dit de rester. Vous m'avez dit, tous les choix qu'on assume sont bons. Ça m'a travaillé pendant une semaine, j'ai pleuré jour et nuit. À la fin, j'ai compris. J'ai dit, en fait, mon problème, c'est que j'assume pas. Donc, je ne l'épouserai jamais. Parce que je ne veux pas faire de la peine à mes parents. Ouais. D'autre que c'est, je l'aime. Alors, qu'est-ce qu'il faut amputer, les parents ou l'amour? Elle m'a dit, j'ai amputé. J'ai coupé le membre. Ouais. Et je l'ai quitté. Et j'ai souffert pendant 1 mois. Et j'allais crever. Mais, Baroura, j'aime. Vous m'aviez envoyé les livres et les CD. Et toute la journée, j'étais en train d'écouter vos cours. Et ça m'a beaucoup aidé, ça m'a mis comme la pommade sur la plaie. Et grâce à Dieu, et j'ai refait Teshuva parce qu'elle était religieuse. Et après, j'ai rencontré ce monsieur. Mais ce monsieur, lui, c'est lui le donateur qui a offert les livres. Et elle a quitté le goy, elle s'est mariée avec lui. Ils sont religieux en Israël, les deux avec 4 enfants. Enfin, quand je les ai vus la dernière fois, vous croyez que moi j'ai un mérite, genre, la mitzvah, on va lui demander une bracha. Non, écoutez bien ce que je vous dis, c'est très violent. Vous savez pourquoi elle s'en est sortie, cette fille? Parce qu'elle a assumé. C'est tout. Ouais. Encore une fois, tous les choix qu'on assume sont bons. Peut-être, imagine, dans l'absolu, pour vous dire que je suis pas un rabbin normal, imagine, elle aurait épousé le goy. Le goy, il lui aurait dit, mais enfin, Myriam, c'est pas possible, on a des enfants, ils sont juifs par toi, il faut les emmener au Talmud Torah. Les enfants, ils seraient excités dans l'étude de la Torah. On dit, on va les mettre au Merkaz Torah. Et ils veulent étudier la Torah. Et ils rentrent à la yeshiva. Et le fils, il devient Dayan. Père goy et lui Dayan. Pourquoi? C'est possible. Parce qu'elle aurait assumé. Vous avez compris ou non? Elle dit, non, je le quitte. Ok. Et je rencontre un juif. Et elle se marie avec lui. Et elle a des enfants cachers en Israël avec la Kedusha et la Shekhinah. Pourquoi? Parce qu'elle a assumé. Donc en vérité, tous les choix, c'est vrai, ils sont anxiogènes parce qu'ils sont générateurs d'opportunités de choisir.
Vous me suivez ou non? Et choisir, c'est souffrir. Mais souffrir, c'est grandir. Parce que quand tu veux ce corps-là, dans musculation, tu sais combien tu soulèves de la fonte? C'est 6 heures par jour pendant 10 ans. Tu veux ce corps-là, c'est 10 ans. Tu veux cette tronche-là, tu veux un Tatan Mitracham, c'est 15 ans. Tu dis non, mais je lis Torah Box tous les jours. Arrête. C'est 15 ans pour être Dayan. Vous avez compris ou non? Tu veux un couple qui est construit, c'est 10 ans d'effort. Tu veux des enfants éduqués, c'est 21 ans d'effort. Donc si toi, tu es dans une logique de le moindre effort, c'est pas facile, moi je suis pour le laisser aller, je suis pour les choses quand elles se font toutes seules, ça va être dur la vie. Mais encore une fois, ça va pas être dur parce que dans l'absolu c'est dur. Ça va être dur parce que tu l'as pas assumé. Donc le secret des choix, ouais, c'est d'utiliser l'opportunité du choix pour grandir, plutôt que de subir le stress du choix et de reculer. C'est pour ça que les gens souvent ils disent « j'arrive pas à choisir ». Mais la pensée populaire, non juive, elle dit « choisir, c'est savoir renoncer ». Tu sais, quand tu achètes la voiture, tu dois renoncer aux 30 000 euros. 30 000 euros, 10 ans d'économie pour une bagnole. Alors ne l'achète pas, garde ton argent. Tu dis non, mais je veux la voiture, tu renonces. Toute la vie, c'est ça. Tu vas vivre en Israël. Eh bien, tu renonces à la baguette. Il n'y en a pas. Bon. Ouais. Tu épouses cette fille. Tu renonces à toutes les autres filles. C'est comme ça. D'accord? Maintenant, puisque choisir, c'est savoir renoncer, écoutez bien. En fin de compte, l'exercice le plus difficile dans un choix, c'est de choisir ou de renoncer? C'est de renoncer. Oui, pourquoi il ne veut pas se marier? Parce qu'il ne veut pas renoncer au confort qu'il a avec sa mère. Elle le connaît, elle lui fait ses petits plats, et puis elle ne le remet pas en cause. Il va se marier avec l'inconnu. Il faut lui payer un loyer, il faut l'assumer, il faut accepter son caractère. En plus, c'est un mariage mixte. Lui, il est marocain, elle est tunisienne. Donc, ça va être très dur. Ouais. Et tu sais pourquoi il ne va pas réussir? Parce qu'il n'assume pas. Ah, Aude, t'as compris ou non? Ça veut dire que la première étape du choix, c'est de renoncer. Vous me suivez ou non? Tu sais qu'un enfant, ça coûte 4 000 euros par an en scolarité. Tu t'en fous. Tu mets ici, il redouble. Eh bien, il redouble. Toi, t'as assumé, tu lui as donné l'occasion d'assumer. Lui, il fout rien à l'école. Il va assumer. Il va être perdu dans sa vie, il va être jeté, il va avoir un petit boulot à 2 balles, il va avoir un revenu bidon. Il va assumer. Mais c'est grave. Mais je voudrais lui éviter. Mais tu ne peux pas faire plus que proposer. Tu proposes et t'assumes. Tu proposes à ton mari, voilà, le bonheur, la vie, le dialogue, la communication, la communion, la sexualité épanouie. Ah non, ça me saoule, ça me prend la tête. Moi, ce qui compte, c'est ma vie professionnelle. C'est pas grave, c'est pas grave. Il en faut des brels. Après, quand ta femme, elle est partie, ah, Rav, qu'est-ce que je dois faire pour la reconquérir? Comment on fait pour rattraper 25 ans de lourdeur? Vous avez compris comment ça marche? Donc toute la vie, c'est comme ça. C'est des étapes, c'est des occasions, c'est des trains, c'est des gares, c'est des avions à prendre, c'est des mains tendues, c'est des opportunités commerciales, c'est des opportunités religieuses, c'est des opportunités de rencontrer un rave, d'étudier avec lui, de profiter de lui, ou non. Ou non. Tu vas dire, oui, mais il y a un bon film. Ok, c'est dommage. C'était le Gilgul de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et toi, tu as revu La Vache et le prisonnier avec ta femme. Et à la fin du film, vous vous regardez les deux et vous vous demandez, mais qui est la vache et qui est le prisonnier? Donc vous avez compris ça, qu'il y a une logique de renoncement. Maintenant, je vous donne, quand l'ambition elle est grande, quand le projet il est grand, quand tu vas sauver le corps en renonçant et en acceptant de couper le pied, quand tu vas renoncer à la France parce que tu veux sauver tes enfants, quand tu vas renoncer à Israël parce que tu as peur de ne pas pouvoir les maîtriser là-bas parce qu'ils ont 14 ans, ouais, et la crise d'ado en Israël, c'est très très dur, donc tu feras des choix. Mais encore une fois, tous ces choix, écoutez bien ce que je vous dis, tous les choix qu'on assume sont bons. Pourquoi?
Parce que la volonté, dans sa nature profonde, elle vient de la Neshama. Quand la volonté, elle atteint le Nefesh, il y a le jeu qui la prend en charge. Et le jeu, il va l'orienter comme ça ou comme ça. Mais la nature profonde de cette énergie, elle vient de la Neshama. Donc ça veut dire que quand tu dis « je veux », tu mets le bon Dieu dans le business. Mais quand tu dis « je ne veux pas », tu mets pas le bon Dieu. Et quand tu dis « je ne sais pas », tu mets pas le bon Dieu. Et comme le vide n'existe pas dans la nature, donc quand tu mets pas le bon Dieu dans une situation, c'est le Satan qui vient à sa place. Tu m'étonnes qu'il y a la merde dans la maison. Si tu mets pas la bonne volonté, si tu mets pas la Torah, si tu mets pas la Chorma, si tu mets pas la finesse, si tu mets pas les efforts, si tu mets pas les compliments. J'ai dit à un gars, quand tu es occupé à faire des compliments, tu peux pas faire des critiques. Moi, 40 ans de mariage, j'ai pas fait une critique à ma femme. 40 ans, on s'est pas engueulé. 40 ans, on s'est pas pris la tête. 40 ans, on s'est pas stressé. 40 ans, on n'a pas boudé. 40 ans. Les mecs, au bout de 4 semaines, ils m'appellent et me disent où est la date d'expiration. Vous allez dire waouh, il n'y a pas de waouh. On a travaillé. Comprenez ou non? On a travaillé jour et nuit. On a parlé, on a adapté, on a fait des efforts, on s'est engagé. Jamais de gros mots, jamais de nerfs, jamais de pensées négatives, jamais d'actes négatifs, jamais de mauvaise volonté. Toujours le sourire, toujours l'investissement, toujours le... Mais qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive? Un bulldozer d'amour qui croit qu'il va être arrêté par une bicyclette de méchanceté? Et les gens, ils ne s'investissent pas. Il dit oui, on a beaucoup de difficultés, on a beaucoup de différends, on a beaucoup de contrariétés. Mais dans contrariété, il y a trariété. Donc peut-être que concernés, convaincus, contribuables, vous allez trouver le facteur commun. Parce que vous êtes deux concernés. Mais CON, c'est quoi? C'est le contraire d'intelligent. Et intelligent, à Rodon Kolo en philosophie, c'est adapté. Et adapté, c'est celui qui change. Donc le CON, c'est celui qui ne s'adapte pas. C'est ceux qui ne s'adaptent pas. Donc quand on ne peut pas se marier comme des imbéciles et divorcer comme des brêles, il faut bien qu'à un moment, il y ait un peu de lumière. Donc vous avez compris qu'en vérité, toute la vie, c'est des choix. Pourquoi? Parce que chaque choix, c'est un tremplin. Chaque choix, c'est une situation, c'est une opportunité. C'est pour ça qu'Hachem, il a mis les Béné Israël devant la mer. Ils n'avaient pas besoin d'être là-bas. Ils n'avaient pas. Ils auraient pu rentrer dans le désert directement, ils auraient pu recevoir la Torah et rentrer en Eretz Israël. Hachem, il a dit, c'est pas si facile la vie. On va vous mettre devant le choix. Maintenant, il n'y avait pas où aller. Ils étaient obligés d'avancer. Parce que quand ils ont dit à Hachem, qu'est-ce qu'on doit faire? Hachem, il a dit, mais dis-leur d'avancer. Et quand ils sont rentrés dans la mer s'est ouverte. Quand tu as accepté d'assumer cet enfant, Trimnum 21, là, comment ça s'appelle? Les gosses qui sont trisomiques. Quand tu as accepté de l'assumer, il est devenu la lumière de la maison. Et quand tu as honte, il devient l'angoisse. Ouais. Quand tu as accepté que ton fils il est TDAH, tu peux l'aider. Quand tu as compris que celui-là il est hyperactif, tu vas organiser la vie pour. Et ça va marcher, il va être très bien. Tu vas voir, il va être ingénieur à 14 ans. Le prof qui disait qu'il était attardé, c'est lui qui va se faire interner. Ouais. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que tu as assumé. Ça veut dire que Kol David Rahaman Aletav, tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. On a dit que Tov, ça ne veut pas dire bien, c'est une erreur. Ça, c'est l'Ulpan en Israël. Ouais. Tov, ça veut dire complet. Ça veut dire que tout ce que fait Dieu, c'est pour te compléter. Compléter. À Odon Kolo, la situation, elle est incomplète. Et toi, tu vas t'investir en assumant pour la compléter. Et bizarrement, le fait de la compléter, ça te complète. Donc quand tu complètes avec ta femme, tu complètes avec tes enfants, tu complètes avec tes amis, tu complètes avec tes ennemis, tu complètes avec tes patrons, tu complètes avec tes employés, tu complètes avec les gens qui aiment les juifs et tu complètes avec les gens qui n'aiment pas les juifs. C'est pas grave, il en faut. Ouais. Mais tu complètes, tu sors grandi. Donc, toute ta vie, c'est le bonheur. Ça va? Parce que c'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est d'être bien. Et bien, c'est tov. Et c'est d'être. Vous savez comment c'est quand le bien, il rencontre l'être, ça s'appelle en français le bien-être. Allez, Mazal Tov.